Bon, j'attaque direct. Je vais vous parler de ma mère. Ça, c'est difficile pour démarrer une conférence, je sais. En fait, j'étais chez ma maman là ce week-end et en fait, elle me dit qu'elle utilise ChatGPT régulièrement comme moteur de recherche et aussi pour des recettes de cuisine. Alors, ma maman, elle a 70 ans, hein, donc quand une technologie arrive dans ses mains, je vous garantis que c'est mainstream depuis longtemps. C'est en partant d'un constat à peu près similaire qu'il y a un an, chez Le Bon Coin, on s'est dit qu'on était sur une transformation qui était sociétale maintenant, qui n'est plus une transformation technologique, et qu'il fallait qu'on l'embrasse pleinement, y compris dans la stratégie de l'entreprise. Et donc ça, c'est ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui. Je suis Julien Jouot, je suis le CTO du groupe Le Bon Coin. Le Bon Coin, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une marketplace de petites annonces. On a un Français sur deux qui nous utilise tous les mois et 500 000 professionnels. On a la chance, et ça c'est vraiment une chance, d'avoir un impact sociétal et environnemental. Donc plus on fait de business, plus la planète se porte bien. Et puis on est leader sur l'automobile et l'immobilier. Je vous fais pas tout le speech, je pense que vous nous connaissez déjà. Je voulais revenir à mon histoire de stratégie. Vous connaissez probablement l'histoire de Kodak. Kodak qui a raté légèrement le virage du numérique. Je ne sais pas si vous savez, mais en 1975, il y a un des ingénieurs de Kodak qui s'appelle Steven Sasson qui a inventé le premier prototype d'appareil photo numérique. Il a présenté ça à son comité d'administration et puis on lui a dit c'est un super projet. Bon, par contre, c'est pas core business pour nous parce que nous, notre business model, il repose sur la vente de pellicules. Donc, désolé, Steven, on va pas s'en servir. Bon, en 2012, Kodak a fait faillite. Dommage. Tout ça pour vous dire que il y a certaines transformations technologiques que les entreprises se doivent d'adopter, sinon elles vont mourir. Et nous, on a dit qu'on voulait pas mourir. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on transforme la manière dont on travaillait, qu'on fasse plus d'IA, et notamment plus d'IAGène dans notre produit, mais qu'on transforme aussi la manière dont on opérait en tant qu'entreprise et que nos collaborateurs adoptent pleinement ces nouvelles technologies. Et souvent, quand je dis qu'il y a plein d'IA sur Le Bon Coin, les gens me regardent en disant « Non mais ton produit, il est ultra simple, c'est limite basique, je comprends pas ». En fait, c'est une volonté de notre part. On ne veut pas faire supporter la complexité technologique à nos utilisateurs, parce que rappelez-vous, il y a aussi ma maman qui s'en sert. Et donc, en fait, on est obligé de faire des choses simples. C'est vraiment une volonté de notre part. Pour autant, il y a énormément de modèles d'IA qui sont déjà utilisés sur Le Bon Coin. Il y en a plus de 80. On a plus de 80 use cases en production, que ce soit pour aider nos acheteurs ou pour aider nos vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Vous en trouvez dans le dépôt d'annonces. Aujourd'hui, on vous suggère des catégories, on vous suggère des prix, on vous fait de la description automatique à base d'IAGène, on vous fait du détourage de photos. Donc, il y en a vraiment plein. Et il y en a aussi côté acheteur, puisque côté acheteur, déjà, si vous faites un search sur Le Bon Coin, vous faites de l'IA, hein, mais on vous fait aussi des recommandations, on vous aide. On a même fait de la recherche conversationnelle qu'on a arrêté, parce que c'était pas très bien intégré, il n'y avait pas beaucoup d'usage, mais on va y revenir probablement sur le sujet, puisque c'est un mode d'utilisation de nos users qui est plébiscité. Et puis c'est pas fini, on en rajoute tout le temps. Là, je vous ai mis un petit teaser de ce qui arrive chez nous en Q4. On va faire du home staging, par exemple. Donc là, c'est de l'IAGène qui génère une photo d'une pièce d'un appartement, mais rénovée avec le mobilier qui est changé, juste pour que nos utilisateurs puissent se projeter dans cette pièce rénovée. On fait également, on fournit un scoring pour nos professionnels sur les leads qu'on leur envoie, pour leur dire si c'est un lead chaud ou un lead froid. Évidemment, les leads chauds, on leur conseille de le contacter rapidement pour que ça transforme. Puis on fait des choses aussi basiques que de la validation de CABIS à travers une photo. Donc ça arrive. Et puis on sait aussi que le futur, c'est l'agentique. Et donc on travaille déjà sur nos propres agents.
On est également en train de poker le SDK de ChatGPT pour pouvoir s'intégrer dans l'écosystème dès qu'ils ouvrent, je pense, entre mi-décembre et mi-janvier. A priori, c'est ça les dates qui sont présagées. Bon, je vous ai fait un peu un tour du produit, c'est rapide. C'était juste pour vous dire que on fait déjà pas mal d'IA sur le produit. Le truc qu'on a fait un peu de nouveau cette année, puisque le produit c'était dans la continuité de ce qu'on faisait, c'est de la transformation interne aussi, parce qu'on s'est aperçu que le niveau de nos collaborateurs était très hétérogène sur l'IA et que l'usage était pas nécessairement très développé chez tout le monde. Et donc, on a mis en place un programme de transformation avec pour objectif de vraiment former, accompagner tout le monde et faire monter le niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et pour ce faire, on l'a fait d'une certaine manière qui, pour nous, a marché. On l'a fait 360. Quand je dis 360, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, l'initiative de départ, elle part d'une volonté de la direction, elle est suivie au niveau COMEX de l'entreprise, et on veut impliquer vraiment l'ensemble des départements dans la transformation. C'est pas juste, et ça c'était très très important pour moi, que ce soit pas la tech ou la data qui pousse une transformation chez les autres, parce que généralement ça se passe pas bien quand vous forcez quelqu'un à faire quelque chose, généralement il aime pas. Donc là c'est vraiment une démarche globale et 360. Et puis on a mis des ressources évidemment dédiées sur le sujet pour faire en sorte qu'on puisse aider à cette transformation. C'est pas juste une injonction qu'on donne aux collaborateurs, faites de l'IA, ça va être bien. On les aide et on va les accompagner. Donc, on a mis en place un programme avec une structure projet, avec une directrice de programme qui est dans la salle. On a commencé par d'abord discuter avec les leaders d'opinion, alors le COMEX plus un certain nombre de leaders dans l'entreprise, pour essayer de voir quel était leur niveau de maturité et comment ils se sentaient sur ces sujets-là, et puis essayer de faire en sorte qu'ils poussent le sujet avec nous. Et derrière, on a mis en place une transformation qui s'appuie sur les piliers que vous voyez devant moi. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'excellence opérationnelle à la fin. Par contre, on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc, on a commencé à se munir d'une charte éthique et de conformité. Donc, à la fois, on respecte l'aspect purement légal, mais on veut aussi faire les choses de manière à ce que ce soit vraiment éthique. Vous connaissez déjà toutes les dérives possibles de l'IA et notamment de Diagène. On a mis en place un plan de communication. C'est extrêmement important d'expliquer ce qu'on fait et d'accompagner aussi par des messages réguliers l'ensemble des collaborateurs. Évidemment, on a impliqué l'IT parce que on se parle Diagène, mais il y a énormément d'outils nouveaux qui arrivent. Il faut les tester régulièrement, les mettre à dispo des collaborateurs. Et puis, on a mis un programme de conduite du changement. Parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas suffisant de mettre à dispo des outils et d'envoyer des injonctions aux collaborateurs. La transformation, elle s'accompagne. On a commencé par mettre en place des workshops dans 100% des directions de l'entreprise, accompagnés par notre directrice de projet, des techs, pour faire émerger plusieurs choses. Des use cases d'automatisation IA pour que les collaborateurs puissent projeter. On aura également, on a un peu vulgarisé ce que c'était, parce que, encore une fois, tous nos collaborateurs n'étaient pas formés. Et puis, on a fait un autre truc qui est pas mal à l'onboarding des collabs, c'est qu'on leur a demandé quelles étaient leurs craintes et leurs espoirs sur l'IA. Là, c'est vraiment l'idée de les faire s'exprimer dans une journée dédiée, à la fois où ils vont imaginer des use cases, mais aussi ils vont pouvoir nous dire ce qu'ils ressentent pour pouvoir les aider, les accompagner. On a identifié en 2 mois de temps plus de 300 use cases d'automatisation basés sur de l'IA. Et quand je parle de 300 use cases, ça peut être aussi bête qu'un custom GPT pour une équipe donnée, pour une équipe RH qui reçoit plein de questions. Et ben voilà ma FAQ. S'il te plaît, ChatGPT répond pour moi, quoi. On a centralisé l'ensemble des use cases dans ce que nous on a appelé une master list, mais qui est en gros un énorme Google Sheet dans lequel il y a tous nos use cases pour faire plusieurs choses. Déjà commencer à faire un peu de gouvernance autour de tout ça, inspirer les collaborateurs sur des idées
d'automatisation qui serait déjà là, éviter la duplication d'efforts aussi, parce que finalement, si vous laissez tout le monde faire tout ce qu'il veut, on duplique pas mal l'effort. Et puis, on a commencé à regarder ce qui se passait, quelles étaient les demandes et les demandes principales de nos collabs. Et en fait, il s'avère que ça revient assez vite sur des choses qui sont assez simples, de l'analyse de data, de la production de documentation ou de slides de manière automatique, euh, du bench, de la veille concurrentielle. C'est des choses qui sont assez facilement automatisables pour tout le monde. Et en fait, ça fait gagner beaucoup de temps dans l'entreprise. Évidemment, vous le voyez, les cas les plus efficaces, ceux qui ont le meilleur ROI, c'est évidemment là où il y a beaucoup de tâches automatisables, les gens font beaucoup de travail manuel, et on a de la data de qualité. Donc c'est obvious, je suis dans une conf data, pour vous ça doit être normal, mais ça ne l'était pas pour les gens qui ont fait les workshops. Par contre, on a aussi vu des choses assez amusantes, et je pense que dans les rappels qu'on a fait le plus, l'IA c'est pas magique, et ça c'est une phrase que j'ai sortie plusieurs fois. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de gens qui pensent qu'avec de l'IA on va résoudre des problèmes complexes. Et non, l'IA ne peut pas rendre SAP user-friendly. Non, ça marche pas, désolé. Si votre truc il est mal configuré et qu'en plus il est complexe de base, l'IA va pas arriver à résoudre ce problème. Et puis on a identifié, c'est assez marrant, beaucoup de cas d'usage d'automatisation finalement assez basiques, qui ne nécessitent pas nécessairement de l'IA, mais juste les gens se sont habitués à souffrir et à faire des tâches manuelles tout le temps, alors qu'en fait, une journée d'un ingénieur et le problème est résolu de manière définitive. Donc ça va nous servir également, nous, pour optimiser l'efficacité dans notre entreprise. Et puis, un des trucs qui est ressorti de manière évidente, et ça, vous le savez aussi, parce que je l'ai vu pas mal dans les conférences ce matin, on peut essayer d'automatiser, on peut essayer de mettre des IA, mais si les données sur lesquelles s'appuient les IA sont réparties partout, c'est assez vite un enfer. Nous, on a des données dans Confluence, dans G-Drive, dans des bases de données, dans un data lake, il y en a partout. Et en fait, des cas qui finalement paraissent simples, finalement deviennent très compliqués parce que la data est très dispersée et disparate. Et donc ça, c'est un learning, je pense, si vous vous engagez dans cette voie-là, vous pouvez préparer des choses à l'avance. Ça va beaucoup aider. Notre objectif, c'était vraiment de former 100% des collabs. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Imaya. En fait, on a commencé à travailler avec Imaya il y a plus d'un an pour former d'abord nos PM et nos EM. L'idée, c'était de dire que sur la partie produit, en fait, si les product managers sont pas formés à l'IA, ils vont pas imaginer les use cases d'intelligence artificielle qu'on peut mettre dans le produit. Donc, on a commencé par ça. Et puis, comme le partenariat s'est bien passé, quand on a lancé le programme en début d'année, on a travaillé avec Imaya pour un programme de formation sur 100% des collabs, avec différents niveaux de formation, les fondamentaux, et puis des formations plus évoluées en fonction de notre écosystème. Donc on a vraiment fine-tuné la formation pour notre écosystème, nos outils, notre environnement de travail. On a formé plus de la moitié des équipes déjà, on a des super feedbacks, et ça aide vraiment à onboarder tout le monde, avec l'idée vraiment qu'on va faire ça de manière un peu continue. Maintenant, je vais basculer un tout petit peu du côté des outils. Pourquoi? Parce que, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, dans la stratégie, il y a aussi toute la partie IT et on a beaucoup d'outillage à mettre en œuvre. On avait commencé dès 2023 à fournir notre propre assistant. Pourquoi? Parce que il y avait des usages de ChatGPT à l'intérieur de l'entreprise, évidemment, qui étaient non contrôlés à l'époque, avec des données qui partaient, enfin nos données confidentielles stratégiques d'entreprise qui partaient chez ChatGPT. Et à l'époque, si vous vous en rappelez, les conditions, le respect de la GDPR, l'entraînement du modèle avec nos propres données, ça faisait partie de leur façon de travailler. Donc on n'était pas vraiment d'accord avec ça, et donc on a créé notre propre assistant. En février, je crois que c'est le 5 février de cette année, ils ont release ce qu'ils ont appelé ChatGPT Enterprise Data Residency, qui est donc la version de ChatGPT contractuellement qui respecte la GDPR. Les données sont hébergées en Europe. Et donc on a refait l'assessment à ce moment-là.
Et en fait, on s'est aperçu, même si ça paraît évident a posteriori quand je le dis, que c'était compliqué de suivre le rythme de release et de fonctionnalités qu'ils fournissaient. Et puis ça nous coûtait même plus cher. Si on avait 6 ingénieurs sur le sujet, 6 ingénieurs chargés, c'est 600K. Et nous, on a négocié un contrat à 300K pour 1500 collaborateurs. Donc, non seulement on avait moins de fonctionnalités, mais c'était plus cher, donc on a vite décidé de pivoter. Et on a inclus du coup ChatGPT comme un de nos tools dans les formations, ce qui fait que ça a pris très très vite. On a maintenant plus de 1000 collaborateurs qui ont accès à l'outil. Et comme ils ont été formés, qu'ils ont fait les workshops, maintenant ils ont aussi commencé à développer leur propre GPT pour leur propre usage. On a plus de 1000 GPT dans l'outil actuellement, probablement même plus aujourd'hui puisque ça monte tous les jours. Et 15% d'entre eux sont pas des essais, quoi. C'est des GPT qui sont utilisés vraiment quotidiennement par les équipes. Maintenant, notre problème suivant arrive, évidemment, comme à chaque fois qu'on lève une contrainte, il y en a une nouvelle qui se présente. Bah, ça va être un problème de gouvernance, hein. Quand on commence à avoir 1000 GPT, c'est compliqué à gérer pour éviter encore une fois la duplication d'efforts. Notre master file va nous aider un petit peu à y voir clair, mais ce sera pas magique. Et surtout, un des trucs qu'on a commencé à faire, c'est faire en sorte qu'on soit pas dépendant du fournisseur. Et ça, c'est un truc auquel on pense probablement a posteriori. Nous, on l'a vu un peu plus tard. Mais donc, on a trouvé un moyen là de sauvegarder l'ensemble des configurations de nos GPT dans Git, de façon à ce que si demain je décide soit de travailler avec Anthropic, par exemple, on aura un moyen, j'espère, de prendre nos GPT actuels et de les transposer dans l'environnement d'Anthropic. Alors, on ne l'a pas testé, hein, donc c'est du préventif, mais en tout cas, on a commencé à se préparer à ça. Je vous donne aussi quelques insights sur la partie outils pour les devs. Donc, en fait, en début d'année, on s'est dit rapidement qu'on voulait de l'agentique pour les développeurs pour qu'ils gagnent en productivité, tout bêtement. On a commencé à tester à la fois Cursor, Copilot, agentique et Claude Code à l'époque, avec l'idée qu'on allait sélectionner un tool. De toute façon, l'industrie bouge très très vite, mais il fallait qu'on en choisisse un et qu'on commence à avancer. On allait décider de prendre un tool, celui qui serait le plus efficace en termes de productivité et la meilleure DX possible, donc la meilleure expérience développeur. Bon, je vous ai mis les résultats. On a choisi Claude Code. Je mets des gros guillemets sur le résultat en termes de gain de productivité. On a annoncé 43% de productivité supplémentaire. Je mets des gros guillemets parce que la manière dont on l'a mesuré est pas ultra précise. On l'a fait avec des surveys, hein, donc c'est pas du tout, c'est ultra biaisé. On a demandé à chaque développeur, vous avez mis tant de temps pour faire cette tâche-là, combien de temps vous auriez mis si vous n'aviez pas eu l'outil? Donc on sait dès le départ que c'est ultra biaisé, mais il fallait qu'on choisisse et qu'on avance. Donc on a choisi Claude. Aujourd'hui, on a donné les licences à 100% de nos développeurs. On a 40% de daily active users, donc c'est ce que nous on traduit par d'adoption. Et on sait qu'on va encore devoir travailler pas mal sur l'acculturation et l'onboarding des devs pour faire en sorte qu'ils utilisent beaucoup plus l'outil au quotidien. Je vous disais tout à l'heure que dans les workshops, on a identifié les craintes, les espoirs des collaborateurs. Ressort de là, bah, en fait, rien de plus ni de moins que ce que vous avez déjà entendu des craintes autour de l'IA, c'est-à-dire ça va prendre nos jobs, ça a un impact négatif sur la planète, c'est biaisé. Toutes les craintes que vous pouvez imaginer sont ressorties. Les espoirs également, on a vu la même chose, c'est-à-dire on va gagner du temps, on va être plus efficace, on va apprendre des nouvelles choses. Donc, on n'a pas sorti de trucs complètement extraordinaires. Par contre, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on s'appuie sur ces feedbacks-là pour le change management. Et donc, pour aider à onboarder nos collaborateurs, on va continuer à régulièrement leur leur montrer ce qu'on fait, mettre en avant des use cases qui marchent, continuer à communiquer, on continue à faire des workshops, on va également s'appuyer encore sur les relais, les champions qu'on a identifiés dans l'entreprise pour ne pas que le soufflet retombe. Ça va être assez important, et notamment nous on a une de nos craintes, c'est que ça retombe un peu après les vacances de Noël. Donc là on va continuer à pousser pas mal. Donc voilà, si je dois résumer, dans les trucs qui ont vraiment bien marché, on a une approche 360, on a onboardé tout le COMEX avec nous, tout le monde pousse en même temps.
et l'approche est globale, tout département confondu. On a une culture chez nous d'expérimentation, donc chaque fois qu'on prend un nouvel usage, que ce soit un process, une façon de travailler ou un outil, on expérimente, on prend des métriques, on regarde ce qui se passe sur les KPI, si ça va dans le bon sens, on continue, sinon on arrête ou on fait évoluer la stratégie. Et dans les trucs qui sont vraiment des challenges, bon, le monde de l'IA en ce moment, c'est en pleine ébullition, ça change tous les 4 matins. Vous avez probablement vu Gemini 3 qui vient de sortir, qui est meilleur que Claude, qui était meilleur la semaine dernière. Et ça change tout le temps. Un des feedbacks aussi, je pense, je vous en ai pas trop parlé, mais on a la question permanente qui vient à la fois du COMEX et de nos boards sur le ROI des investissements IA. C'est un truc qui est super dur. Si l'un de vous a une recette magique pour répondre à cette question de j'ai mis 2 millions d'euros sur la table, combien ça me rapporte? Je suis tout oui, parce que nous, on n'a pas trouvé de méthode. On arrive à savoir le temps gagné, par exemple, dans certaines fonctions, mais convertir ça en euros, c'est très très compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie connaissances, données réparties. Ça, c'est un vrai sujet compliqué. Et puis, pour faire ce qu'on a fait, il faut quand même faire un invest. Hein. On a mis pas mal de ressources sur le sujet. On a bloqué une partie de l'entreprise pour plusieurs jours. Donc, c'est vraiment un investissement, mais je pense qu'il est nécessaire. Et puis, les dernières questions qui restent pour moi, la question principale, c'est est-ce que les équipes qui sont des équipes non tech ou non data, elles vont arriver à s'en sortir avec ces nouveaux outils demain? Ça, je ne sais pas encore. Et puis, la question de fond, qui est plutôt les choix technologiques. On a fait plein de choix technologiques dans cette période. Je ne sais pas encore dire aujourd'hui si ce sont les bons. Ce sont des leaders sur le marché, mais ça ne veut pas dire que le marché ne va pas se retourner dans 2 mois. Donc, on est toujours un peu en attente de savoir si on a bien choisi. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.